démarre tout de suite parce qu'on a une session assez dense. On va parler d'accès aux données avec Entity Framework 4.2 et même 4.3 et de publication des données en OData. Je ne sais pas si vous étiez là à la session précédente, la session architecture. Il faut juste lever la main que je vois si je dois répéter beaucoup de choses ou pas. D'accord, un tiers à peu près, un quart. Évidemment, cette session peut se suivre tout à fait indépendamment de ce parcours. Ah ouais, on se présente. Je m'appelle Stéphanie Artrich et je m'occupe des relations techniques avec les développeurs chez Microsoft. J'ai le plaisir de présenter cette session avec Sébastien. Bonjour à tous, donc je m'appelle Sébastien Pertus, je viens d'une société qui s'appelle BeWise, qui est basée dans le sud, c'est pour ça l'accent, donc dans le sud-ouest à Toulouse et une antenne à Aix-en-Provence et bientôt une nouvelle agence à Paris. Donc si jamais l'accent intéresse, venez nous voir. Et je suis MVP SQL Server depuis à peu près 4 ans et c'est pour ça que je viens en compagnie de Stéphanie vous faire une petite démo de tout ce qui va arriver avec Entity Framework, notamment 4.2 et WCF Data Services. Alors l'agenda, d'abord on va rappeler le besoin métier. On a un besoin métier qui sert de fil rouge durant toute la journée. Donc ça va servir de support aux démos. On va remontrer l'architecture retenue, principalement pour tout ce qui est accès aux données. Et puis ensuite, on va voir les deux parties qui nous intéressent, Entity Framework et WCF Data Services. Et une synthèse, évidemment. Un petit rappel du besoin. Donc le projet fil rouge de la journée, c'est une application de cave à vin. Elle est multiplateforme, elle va fonctionner sur des tablettes, sur des téléphones, sur du desktop. On va avoir du coup des contraintes pour la partie données et publication des données. D'abord, le fait qu'on soit multi-device fait qu'on a besoin d'avoir un back-end très interopérable. Et c'est pour ça qu'on est parti vers WCF Data Services, qui est une implémentation de OData. On va en reparler. Il faut qu'on puisse être réversible, à savoir qu'on puisse déployer notre back-end dans le cloud ou à demeure. Et on a choisi également d'utiliser Access Control Services pour la partie authentification. Ce qui va nous permettre, ce qui va permettre à l'application de communiquer avec Access Control Services et pas avec les différents providers qu'on pourra rajouter tout simplement par configuration. Donc on n'a plus besoin de toucher au code si on veut rajouter des providers ou changer la configuration, dire que telle personne a tel droit, etc. Un rappel de l'architecture. Donc, en bas, on a nos différentes plateformes clientes avec la couche d'accès aux données WCF Data Services ou du OData tout simple ou éventuellement un SDK spécifique à la plateforme pour iPhone, etc. Encore une fois, on va en reparler, mais c'est juste pour représenter un petit peu ce qui a été décidé dans la session architecture. Et puis, côté back-end, on va avoir notre couche de publication des données implémentée par WCF Data Services avec un provider, enfin pas un provider, avec un fournisseur qui est Entity Framework pour nous faire le mapping objet relationnel. Et puis, le choix de la base de données pourra se faire par une simple chaîne de connexion. Donc, on parlera d'abord d'Entity Framework et puis de WCF Data Services. Il y a encore des places. Il y a encore quelques places, venez, c'est réservé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne, mais venez, il y a des places encore devant si vous voulez. Il faut savoir que les salles sont dimensionnées en fonction des nombres d'inscrits. Donc voilà, c'est décidé automatiquement à partir du nombre d'inscrits par session. Il reste encore une dizaine de places si vous voulez devant, pour ceux qui veulent. Ok, on va passer tout de suite à la première partie, à savoir le mapping objet relationnel avec Entity Framework 4.bip. Tu peux nous en dire plus, Sébastien? Allez. Alors, juste un petit historique sur les versions d'Entity Framework. Tu gardes les slides? Ok. Les versions d'Entity Framework. Donc, première version qui est sortie avec le Framework 3.5 qui était Entity Framework 1. Alors, elle n'avait pas de nom de code, donc j'ai mis un petit âne. C'était une première version, c'était les premiers ORM qui sortaient. Il avait ses qualités et ses défauts. Il y avait beaucoup de choses à revoir à l'époque sur Entity Framework 4 et 4.1. Mais c'était déjà une belle démarche de la part de Microsoft. Et surtout, ce qu'on voyait, c'était le potentiel avec l'intégration dans Visual Studio. C'était quand même quelque chose d'assez sympa et d'assez novateur dans le domaine. Même s'il y avait d'autres produits qui existaient déjà avant. Après, on est arrivé à une version qui était la Horse Edition, qui était Entity Framework 4. Alors, je vous passe les versions intermédiaires. Ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'elle est shippée directement dans le framework .NET 4.0 à l'époque, donc une intégration directe dans Visual Studio.
On commençait à avoir le support via des templates un peu différents des POCO. On avait le lazy loading, on avait de la génération de template TK. Donc on commençait déjà à avoir un modèle mature et surtout ce qu'on commençait à entrepercevoir, c'était les retours de la communauté, ce qu'on allait pouvoir faire sur les prochaines versions. Ça, c'était la version 4. Après, on est passé, et c'est sur cette version-là que l'on va travailler aujourd'hui, à la version, alors j'ai mis 4.1, 4.2, 4.3. Il faut dire que quand on a décidé de faire cette session avec Stéphanie, on avait la version 4.2, et puis il y a 10 jours, une dizaine de jours, ils nous ont sorti la version 4.3. Donc aujourd'hui, alors c'est toujours basé sur Entity Framework 4 qui est shippé avec le code avec .NET, et derrière on va rajouter une assembly qui est Entity Framework qui rajoute des fonctionnalités à Entity Framework 4 pour nous donner la version Entity Framework 4.2, 4.3. Notamment, ce dont on va regarder aujourd'hui, c'est le code first et le DB context. Ça, c'était la version unicorn, c'est le nom de code de la plateforme. Et la prochaine version, ça sera donc l'ajout de toutes ces fonctionnalités. C'est un petit peu comme ça que fonctionne Microsoft. On vous donne des fonctionnalités ouvertes qu'on télécharge et après, c'est shippé directement dans le framework, le framework suivant, on va dire. Et donc, le prochain framework, ce sera l'Entity Framework 4.5. Et je vous montrerai un petit slide à la fin de toutes les nouveautés que l'on va avoir avec cette version-là. Donc, je crois que c'est de la Dolphin Edition. Enfin bref, peu importe. OK. Avec Entity Framework 4... ouais, je vais mettre sur mes slides. Alors, attendez. Hop. Tac. OK, donc avec Entity Framework 4, alors j'ai mis 4.x parce qu'on va dire 4.2, 4.3, on va dire, puisqu'aujourd'hui on est un peu sur cette phase-là. Vous avez 3 grandes choses qui sont sorties. Le code first, le model first et le database first. Vous avez 3 possibilités aujourd'hui de faire l'Entity Framework. À l'époque, Entity Framework 1, on n'avait qu'une seule façon, c'était database first. Aujourd'hui, vous avez les 3 façons de faire. Quelle que soit votre méthodologie, et ça c'est vous qui décidez, puis nous on ne fait que vous supporter dans cette voie-là, vous choisissez quel est le modèle qui vous attrait le plus. Soit vous partez directement de votre code, vous codez vos classes et de là nous générerons la base de données. Soit vous partez de la base de données et puis on générera le classe, ça c'est ce qu'on connaît aujourd'hui quand on fait l'Entity Framework par défaut. Et après vous avez un modèle un peu intermédiaire où là vous allez glisser un EDMX tout vide, vous allez créer vos classes avec le designer, ça vous générera le code et on pourra aussi générer la base de données. Alors, avec Entity Framework 4.2, il est apparu plutôt une nouvelle fonctionnalité qui est le DB Context. C'est une alternative à l'Object Context que l'on connaît actuellement avec Entity Framework. Lorsque vous mettez un modèle Entity Framework, vous avez des classes qui sont générées, qui héritent d'Object Context, qui héritent d'Object Set. Et bien aujourd'hui, on a un nouveau système qui s'appelle le DB Context et les DB Set. Ça permet notamment de travailler plus facilement avec des objets POCO. Et ça permet de faire ce que l'on va faire aujourd'hui, du code first. Alors attention, ce n'est pas le remplaçant, c'est une alternative. C'est-à-dire qu'on continue encore aujourd'hui à travailler avec des objets context de base, mais vous pouvez aussi, si vous voulez, travailler avec du DB context. Pas mal de simplifications, puisque c'est une API qui arrive et qui se veut plus mature. Donc on a des nouvelles fonctionnalités avec du cache, avec des méthodes plus faciles d'accès, comme la méthode find qui va directement rechercher sur une clé primaire. Ouais. Juste pour préciser, c'est vrai que le fait de pouvoir travailler avec des POCO, c'était quand même assez attendu, puisqu'il y a pas mal de gens qui se fabriquaient son propre framework pour travailler avec des POCO, avec quand même un Entity Framework, etc. Quand on parle de POCO, on veut dire nos classes ne doivent pas implémenter d'interface particulière ou hériter de classes particulières. Donc voilà, c'est pour ça que les développeurs en principe préfèrent travailler avec des POCO parce que ça nous permet aussi de réutiliser des composants des classes qu'on utilise par ailleurs pour d'autres projets ou voilà. C'était une petite précision. Allez, écoute, je te laisse la main pour la première démo. Ouais, première démo, Hello Entity Framework. Faut que tu switches. Je vais switcher. On va voir comment on peut très simplement générer une base de données à partir d'un Entity Framework Code First. Je suis dans Visual Studio. Hop. Je suis dans Visual Studio et je vais créer un nouveau projet de type Class Library. Alors on reste toujours, je vais l'appeler juste td.ef. Donc on reste toujours sur notre histoire de cave à vin. Et ce que je vais faire, c'est rajouter les classes métiers que je veux voir mapper dans ma base de données. Je vais appeler ma classe Wine. Voilà. Et donc, je me suis fait un ensemble de petits snippets pour que ça aille plus vite pour faire les démos.
Et dans ce fichier, je vais créer en fait 2 classes. Normalement, il en faudra une par fichier, mais bon, ça sera plus simple comme ça. Je vais rajouter 2 classes. Une classe wine qui correspond à la fiche d'un vin. Il y a le nom du vin, l'adresse du producteur du vin, l'année de production, le code barre qu'on va scanner qui correspond à la bouteille, et puis une image, enfin une URL qui représente l'image de l'étiquette de vin. Ensuite, je vais devoir associer un vin à un utilisateur pour savoir lesquels il possède dans sa cave. Et du coup, j'ai une classe MyWine qui va avoir une relation vers ma classe Wine. Donc, c'est une propriété de navigation, en fait, avec la note attribuée par l'utilisateur, donc le propriétaire de la cave à vin, le nom de bouteille qu'il possède, et puis le user ID. Alors bon, la classe est volontairement ultra simpliste pour les démos. On pourrait faire beaucoup mieux, on va dire, et plus propre, avec d'autres classes user pour attacher des propriétés, etc. Mais bon, c'est pas vraiment le but. La première chose que je dois faire, c'est que je vais utiliser Entity Framework, c'est installer Entity Framework. Et du coup, je vais le faire avec les packages Nuget, je ne sais pas si vous le connaissez. Il suffit de faire un clic droit sur ajouter un paquet sur les références, pardon. Et je vais pouvoir choisir ici Entity Framework. Je clique sur Install. Et l'avantage d'utiliser les packages Nuget, c'est que je n'ai pas besoin de savoir quels sont les DLL que je dois utiliser pour utiliser Entity Framework ou n'importe quel autre package. C'est lui qui va faire ça tout seul. Il va me télécharger directement les DLL qui vont bien les unes avec les autres pour que ça fonctionne du premier coup. Et surtout, ça va me permettre aussi de les désinstaller aussi rapidement. Voilà. Alors, on a dit tout à l'heure qu'on avait des POCO. Donc, comment est-ce qu'on va faire maintenant pour rattacher ces classes à Entity Framework pour qu'ils sachent que derrière, il faut qu'ils génèrent une base de données qui correspond à ces classes. Donc, on ne va pas rajouter d'informations directement dans les classes, mais on va créer une nouvelle classe. Voilà, que je vais appeler cave à vin contexte. Et dans cette classe, ce que je vais faire, c'est définir les entités que je souhaite mapper, tout simplement. Donc on va résoudre. Clic droit. Voilà. Donc, dans ce cas-là, cette classe, par contre, hérite de DBContext, mais elle n'est pas directement reliée à mes POCO. Je propose donc 2 propriétés des DB7 de chacun des types de mes classes que j'ai créées tout à l'heure, avec wines et bottles, et le constructeur non contexte. Ok, maintenant, comment je vais faire pour déclencher la génération de la création de la base de données? Je vais rajouter un nouveau projet, tout simple, un projet de type console, vraiment le truc le plus simple possible. Je vais également installer Entity Framework. Je vais ajouter une référence au projet que j'ai créé tout à l'heure. Et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement instancier mon contexte. En 2024, c'est jamais facile. Est-ce que vous voyez quelque chose, ça va? Je vais résoudre tout ça. Voilà, donc la ligne de code, enfin les lignes de code les plus importantes, c'est celle-ci. Je vais instancier mon cave à vin contexte que je viens de créer. Et je vais rajouter juste un enregistrement, ici, un nom qui s'appelle test1. Un vin qui possède un nom qui s'appelle test1. Je vais l'ajouter dans ma collection et je vais faire un save changes. Donc je vais définir mon projet console comme étant le projet de démarrage. Si je le trouve ici. Je vais démarrer, donc jusque-là, j'ai vraiment pas mis grand-chose en termes de ligne de code. Voilà. Donc là, normalement, il a généré ma base de données. Je vais vérifier. Je vais aller dans mon explorateur de serveur. Je vais rajouter une connexion à ma base de données qui doit être créée dans le serveur local SQL Express. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'il a su quel nom il devait prendre? Tout simplement par convention. Si vous ne précisez pas de chaîne de connexion vers une base de données, il va prendre le namespace de votre projet suffixé par le nom du contexte. Donc ça s'appelle td.quelque chose, dans notre cas, normalement. Alors, c'est pas td que je l'ai appelé. Ah non, ouais, non, pardon. Le namespace, oui, c'est pas celui. Alors, c'est lequel? Vous allez m'aider, du coup. Oui, merci. Je vais laisser me rajouter ma connexion. Et puis, on va voir que la structure de la base de données a été générée.
Moi, tu l'avais déjà en fait. C'est celle-là. Ah ouais, non, mais du coup, c'était pas celle-là. On va regarder juste. Classe rien. Ah oui, je l'avais déjà. Ok, bon, j'aurais dû l'appeler autrement. C'est pas grave. Je vais quand même vous le remontrer. De toute façon, on verra d'autres exemples avec toi tout à l'heure. Voilà. Donc, j'avais déjà fait des tests. Donc, ici, ma table Wines et ma table MyWines qui possèdent les propriétés mappées en colonne, du coup, dont on vient de parler. Donc, c'est vraiment tout simple. Alors, évidemment, là, il y a plein de conventions qui ont été utilisées, mais on va vous en parler un petit peu plus dans un instant. Par exemple, si jamais je ne suis pas super intéressé par SQL Server Express, je veux faire d'autres choses. Voilà, tout à fait. Ok. Allez, on va regarder ça alors. Allez. Je repasse sur les slides. Bah, tu peux me passer. Ah non, directement ton code. C'est parti. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant alors? Ok, alors ce qu'on a vu là, alors j'ai repris exactement la même configuration que toi. Ce qu'on a vu, c'est que par défaut, eh bien, on peut, grâce à du code first, donc vous avez codé vos classes, ça vous génère la base de données, mais on a par défaut une base de données sur SQL Server Express avec une convention particulière. Et ce que je voudrais pouvoir faire, moi, c'est un petit peu customiser tout ça. D'abord, la première chose, c'est que moi, j'ai un serveur SQL Server 2012. Ce qui m'intéresserait, c'est de pouvoir mettre ma base de données sur mon serveur, alors 2012, 2008 R2, 2005, pas de souci, une base de données SQL Server qui ne soit pas SQL Server Express. Donc ce que je vais faire, la première chose que je vais faire, c'est configurer correctement mon DB Context, cette fameuse classe qui est donc la même chose que vous utilisez avec Entity Framework. Je vais juste lui rajouter, alors je vais prendre mon code snippet, ça ira plus vite, je vais juste lui rajouter un constructeur dans lequel je vais lui donner, eh bien, dans ce constructeur, je peux lui donner une chaîne de connexion, le nom de la chaîne de connexion. À partir du moment où je mets un constructeur avec un nom de chaîne de connexion, que va faire mon Entity Framework 4.2? Eh bien, il va directement récupérer, alors je l'ai fait évidemment avant, il va directement récupérer ma chaîne de connexion dans laquelle j'ai spécifié mon serveur SQL Server 2012, voire même le nom de la base de données. Donc lorsque je vais compiler, au lieu de mettre ça sur SQL Server Express, il va mettre ça sur SQL Server 2012. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va parler d'autre chose. On va parler un petit peu de la customisation de mon code. Sur mes objets POCO, j'ai par exemple une string qui s'appelle review. Alors si on regarde ce qu'a généré Entity Framework sur la base de données SQL Server Express de Stéphanie, on verra que review, il avait une n-varchar de max. Ce qui n'est pas forcément le cas. Moi, je voudrais que ma review soit 255 caractères. Là, on va commencer à faire de la programmation par attribut. Alors, c'est une première possibilité. On verra après qu'on peut faire autrement. Mais une première possibilité, c'est de directement ici rajouter dans un namespace qui s'appelle annotation, data annotation. Vous avez l'ensemble de... Alors, vous avez pas mal d'annotations que vous pouvez donner. Et notamment, je peux lui dire qu'il a une longueur maximum de 255. Ça permet de dire, lorsque tu vas générer la base de données, eh bien, ne me mets pas un n-varchar de max, mais mets-moi plutôt un varchar de 255. Autre chose, je pourrais très bien dire ici que ma string, qui est un user ID, donc on pourrait imaginer que c'est l'identifiant de mon utilisateur, ce qui est le cas d'ailleurs, eh bien, je voudrais que ça soit requis. Donc un string, il faudra que ce soit requis, et qu'en plus, je n'accepte pas les valeurs nulles, les chaînes de caractères vides sur ma valeur. Donc je pourrais faire ici, toujours pareil, dans system.componentModel.annotation, on va dire required, hop, et là je pourrais mettre hello empty string égale false. Juste en ayant mis ça, eh bien, on a juste précisé en Entity Framework qu'il fallait qu'il génère correctement ma base de données. Et la dernière chose que je vais faire, je vais vous montrer qu'on peut aussi rajouter, alors là c'est pareil, je vais aller assez vite, je vais prendre mon snippet. Je peux même rajouter des propriétés qui sont non mappées. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez que j'ai une propriété en lecture seule, qui donc va me renvoyer un debug name. Alors ça, je suppose que c'est pour les besoins de debug de mon application, qui me renvoie une chaîne concaténée de mon identifiant, mon user ID, et voire même l'identifiant du vin associé. Donc ça, ce sont la collection de mes vins, ils sont associés à des vins qui sont connus. Okay, et donc là, je dis juste qu'elle est non mappée. À partir de ça, dernière chose, si vous voulez faire du lazy loading, alors ça je vous le dis parce qu'on se fait vite avoir, n'oubliez pas lorsque vous avez des classes qui sont appelées, pour pouvoir les appeler en lazy loading comme on fait d'habitude avec Entity Framework, de marquer votre classe virtuelle, parce que lorsque lui va générer du code, il va hériter, enfin bref, il va surcharger, pardon, donc c'est intéressant, si vous voulez que le lazy loading marche avec le DB Context, de placer votre classe en virtuel. Une fois que j'ai terminé,
Il ne me reste plus qu'à compiler. Alors je vous montre que ce n'est pas du flan, puisqu'ici je n'ai pas de base de données. Donc là j'ai que Demo, Azure et Donut, qui sont des bases de données de test. Et lorsqu'ici je vais donc compiler tout ça, je fais un F5. Donc là je rajoute deux éléments dans ma base de données. Et normalement, si je ne m'abuse pas, ma base de données a dû se créer, qui s'appelle ici Cava 20. Voilà, donc ici j'ai bien mes 20. Alors je crois que j'avais rajouté même des 20 à l'intérieur pour pouvoir faire tout ça. Voilà. Ok, donc tout a fonctionné. Non seulement j'ai rajouté ma base de données, mais en plus je l'ai mis sur mon serveur. Je l'ai configuré correctement parce que j'ai mes colonnes qui sont donc comme je l'ai indiqué, varchar de 255 et un user ID qui est non nul, qui est ce que je voulais. Et si je veux une base de données SQL Azure, ça marche aussi alors? Et si tu veux une base de données SQL Azure, ça marche aussi, puisque tu n'as qu'à changer ta chaîne de connexion. Alors, une fois que j'ai ça, je peux passer. Alors, vous me dites oui, mais des objets POCO, j'ai pas forcément envie de les modifier. Hein. C'est tout à fait juste. Donc, on peut faire d'autres façons. On a d'autres façons de faire de la configuration. À vous de choisir quelle est la meilleure, mais chacune d'entre elles se valent. Vous pouvez très bien ici rajouter dans votre contexte ce qu'on appelle un initialiseur, un builder plutôt, qui va vous permettre de configurer via des expressions votre base de données. Alors là, pour aller plus vite, je vais directement le récupérer. Et vous allez voir, ça, justement. Ouais, vous allez voir que c'est assez pareil. Donc là, il faut que je crée mon builder. Alors, attendez, du coup, je vais aller plus vite. Je vais prendre directement. Et donc ça s'appelle l'API Fluent. Quand on fait de la configuration à l'extérieur de nos classes. Ouais, c'est juste que je ne l'ai pas mis au bon endroit. Il y a juste une méthode à surcharger. Override. Alors, on model creating, voilà, qui me donne accès à mon modèle builder, ici. Donc ici, je fais exactement la même chose, c'est-à-dire que si je reprends mon code, alors c'est très très pratique à écrire parce que vous allez pouvoir directement dire, je prends mon entité et j'ai une fonction qui me dit, tout table, qui me permet de dire, par exemple, je ne veux pas mapper mon entité sur le nom d'une table qui est le nom de ma classe, mais sur une table qui s'appellerait onWines, par exemple. J'ai aussi une Par exemple, propriété... si tu as une base de données qui existe déjà et qu'elle a déjà un nom et que voilà, exactement. On peut le faire facilement comme ça. Pareil pour les colonnes d'ailleurs. Et alors, en plus, les deux sont compatibles. Vous pouvez mettre les uns avec les autres. Par contre, évitez de mettre des annotations plus le modèle de configuration parce qu'après, je ne sais plus très bien lequel est prioritaire. Vous pouvez aussi directement faire avec des expressions pour dire, par exemple, la date d'ajout est optionnelle, donc elle sera nulle autorisée, etc., etc. Donc à partir de ça, je peux, dans le même principe, alors je vais juste mettre ici, je vais directement lancer mon application. Donc là, j'ai encore changé ma base de données. Donc là, j'ai une erreur, tout va bien. Alors, ok, merci pour l'étoile. Je vais lancer mon application, et là, il me dit, problème. Et soyez bien sûr que c'était prévu. Problème, pourquoi? Parce que j'ai modifié ma base de données. Et j'ai donc potentiellement, je suis en train de modifier la structure de ma base de données, je suis en train de modifier une table, modifier le nom d'une table. Donc il me dit, attends, le modèle n'est plus valable par rapport à la base de données que tu as. Donc là, on a plusieurs options pour pouvoir contourner ce problème-là. Première solution, je supprime la base de données. Ça, c'est la solution la plus... Ouais, je vois certains qui disent, ouais, ça, c'est pas super. Effectivement. Après, on verra qu'avec Entity Framework 4.3, vous avez d'autres solutions pour ça. Alors, la première façon de faire, alors je voudrais juste arrêter... pourquoi est-ce que je ne vois plus? Debug. Stop debugging, voilà. Donc la première chose que l'on peut faire, c'est de lui dire tout simplement, sur le constructeur, vous avez un initialiseur qui vous permet, donc sur votre cap contexte ici, qui vous permet de dire, chaque fois que tu initialises, tu supprimes la base de données si le modèle a changé. Donc c'est exactement la même chose que faire clic droit, sup, sauf que c'est le code qui le fait pour vous. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, si j'exécute mon code, ça c'est bien tant qu'on est en cours de dev, mais après, pour l'industrialisation, c'est pas très pratique quand même. Je vais perdre mes données. Mais au moins, ça a fonctionné. Et ici, si je rafraîchis ma Cava 20, j'ai bien mon onWines avec l'ensemble de mes données. Bon, par contre, évidemment, quand on arrive sur une base de données, enfin les modèles de production, on va dire, c'est un petit peu embêtant. Bon. Aujourd'hui, vous avez, en tout cas avec Entity Framework 4.2, vous avez cette solution-là. C'est très pratique pour faire dans votre cycle de développement, de ne pas avoir besoin de faire de se préoccuper de ce genre de détail, qui est un détail assez important, d'accord, je le note, mais qui vous permet de facilement passer d'un modèle à l'autre. Ça, c'est la première chose. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous montrer? Alors, on reviendra là-dessus sur la partie Entity Framework 4.3. On se le garde derrière l'oreille que ce n'était pas forcément la meilleure façon de faire, mais aujourd'hui, avec Entity Framework 4.2, c'est plus ou moins la seule façon de faire. OK?
Alors, une fois que j'ai ce DB contexte, alors juste je vous montre deux, trois choses qui sont assez sympas. Sur mon contexte ici, je peux maintenant, eh bien, par exemple, faire du code qui va... Alors là, je vais faire un petit truc assez sympa, que j'aime bien. Quand je sauvegarde les changements, vous avez un override sur la classe DB context qui vous permet de surcharger eh bien, le save change. Et dans cet exemple-là, ici, ce que je fais, je peux appeler le change tracker. Alors, le change tracker, c'est une classe assez sympa qui vous donne l'ensemble des entrées qui sont en cours de modification, en cours d'ajout. Et donc là, ce petit morceau de code-là dit quoi? Il dit tout simplement, si jamais tu as une entrée qui est de type mywine et que son état est à modifier, que son état est à ajouter ou modifier, tu implémentes une nouvelle date. Et là, ce qui est très, très intéressant dans ce code-là, c'est que vous voyez qu'il n'y a pas de chaîne de caractères. C'est du code qui est compilé et qui n'est pas une chaîne de caractères, donc quelque chose qui pourrait planter au runtime et pas à la compilation. Donc on peut rajouter du code métier en fait. Exactement. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Dernière chose, je vais vous montrer assez rapido la différence avec de l'object context qu'on a l'habitude d'utiliser, notamment cette fameuse méthode find qui est assez sympa à utiliser. Alors il y a un truc qui est super sympa avec Visual Studio 2010, c'est le zoom, pour ceux qui ne voient pas bien. Alors je vais aller très très vite. Ici, je fais ici une requête. Alors, hop, il me dit que j'ai déjà DB2. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre tout ça en commentaire. Hop là, voilà. Ici, ce que je fais ici, je fais à l'ancienne. Alors, pourquoi est-ce que j'ai encore un problème? J'ai dû rajouter un crochet en trop. Voilà. Je la fais à l'ancienne. C'est-à-dire que je fais, comme vous avez l'habitude de faire avec des objets de contexte, ça ne change pas. Vous pouvez faire des requêtes link. Donc, je fais from wine in db bottles, select wine.oneid, blablabla. Blablabla. Je suis en train de penser que ça va planter parce que j'ai changé le nom de ma table. Ok, c'est pas grave. Je vais le reprendre sur le prochain exemple. Et j'appelle la propriété debug name et je fais pareil sur la deuxième. Si j'exécute ça, donc ça va forcément... Alors attends, je vais juste vérifier si j'ai... Alors du coup, je vais... Ah non, c'est bon parce que j'ai... Non, c'est bon, j'ai mappé. Ok, autant pour moi. Tu l'as mappé, mais justement, c'est tout l'intérêt. C'est tout l'intérêt. Alors, ici, j'ai juste mis une trace sur mon serveur SQL pour vous montrer ce que ça va donner. Lorsque j'exécute ça dans mon DB context, à l'ancienne, et que je vais mettre ici un point d'arrêt, vous allez voir, alors je fais deux fois la même requête. C'est ça qui est important dans l'exemple. Si je fais deux fois la même requête, eh bien, vous allez voir que je vais avoir donc, mes deux lignes qui ont dû apparaître, hop, ici, voilà. Et lorsque je vais récupérer ma trace, vous voyez que j'ai deux fois la requête qui est arrivée. Ici et ici. OK? Si maintenant j'utilise la nouvelle méthode, en utilisant cette fameuse requête qui est donc la fameuse méthode find, d'abord, elle est beaucoup plus simple à utiliser. Parce que vous avez directement ici une méthode qui s'appelle find dans laquelle vous mettez l'identifiant de votre bouteille. Et rien d'autre. Et je fais exactement la même chose, j'appelle le debug point et je le fais deux fois. Je vais mettre ici, je vais supprimer tout ça, j'exécute. Et lorsque je fais ça, vous allez voir qu'ici, je n'ai... Alors, ça, c'est la première. Et ici, ici je n'ai qu'une seule fois la requête de sélection de ma bouteille, parce que derrière, le DB context avec sa méthode find gère ce qu'on appelle un cache. Attention, ça ne marche que lorsque vous êtes dans le scope de votre using, de votre DB context. Si je fais un deuxième using, forcément, le cache n'est valable que pour ce scope-là. Mais si vous êtes dans une procédure dans laquelle vous devez appeler plusieurs fois la même bouteille, ne vous préoccupez pas de mettre ça dans une table temporaire ou je ne sais quoi, ou dans une collection temporaire pour pouvoir aller le rechercher. Dites-vous, faites juste votre requête et lui gérera son cache de son côté. Voilà pour la première démo. On peut revenir sur les slides, si j'arrive à les retrouver. OK. Donc, je reviens sur cette histoire de migration. Donc, ça n'a pas plu à certains d'entre vous. Je peux comprendre. Jusqu'à Entity Framework 4.2, eh bien, on avait la possibilité de recréer la base de données si le modèle changeait, de la recréer tout le temps, que le modèle ou pas n'ait pas changé. C'est très bien pour une période de développement. Ce n'est pas forcément très efficace, surtout, alors bon, vous avez tous des développeurs, vous savez que quand on crée une base de données, par défaut, souvent, il y a des tables qui doivent être remplies avec des lignes
pour pouvoir fonctionner, genre les tables type client, les tables je ne sais quoi. Donc vous pouvez faire du code first derrière en disant je remplis à la main ma table pour qu'à chaque fois que je régénère ma table, tout se passe bien. Ou alors, on peut passer sur un modèle qui s'appelle le modèle de migration, qui est quelque chose qui est arrivé avec Entity Framework 4.3. Et ça, c'est arrivé il y a une dizaine de jours. Donc vous avez la chance, en exclusivité européenne, d'avoir une démonstration aujourd'hui, qui j'espère va fonctionner, puisque vous avez bien compris que c'est de la bêta, et qui va permettre d'aller plus loin dans votre système de migration. Vous avez deux façons de faire une migration avec Entity Framework 4.3, avec Magie ou pas. Vous allez voir que même avec la Magie, il y a un petit peu de code à faire, mais le principe est de pouvoir ne pas avoir à régénérer la table tout le temps. Alors, chaque fois que vous avez du code qui change, vous allez avoir une table système dans votre base de données qui va être générée par Entity Framework 4.3 qui va marquer les éléments qui sont en cours de changement. Et lorsque vous allez... Alors tout ça va se passer par les API de NuGet avec du PowerShell. Vous allez pouvoir mettre à jour votre base de données, en sachant que vous pouvez aussi le faire par code. C'est-à-dire que vous pouvez automatiser ça dans votre process et que ce soit inclus dans votre code. Donc moi aujourd'hui, je vous propose de le faire avec du PowerShell, mais sachez que vous pouvez appeler les API... Alors pour ça, les PowerShell d'ailleurs, c'est du .NET. Hein. Donc s'ils sont capables de le faire, c'est que nous, quelque part, il y a des chances qu'on soit aussi capable de le faire. Alors, la migration avec Entity Framework 4.3, comment ça se passe? Alors, je vais juste ouvrir... Donc là, on n'aura plus d'excuses pour dire « Ah non, je ne vais pas utiliser Code First parce que ça peut pas, on ne peut pas l'industrialiser correctement. » Du coup, ça comble un petit peu ce manque-là. Oui, alors ça, c'est vrai que c'était une question qui était assez récurrente dans Entity Framework. C'est vrai qu'effectivement, surtout sur du Code First, hein, qui était assez embêtante. Alors, je vais prendre mon starter. Prendre mon starter. Donc c'est exactement le même starter que la solution sur laquelle je suis fini, mais au moins je suis sûr qu'il n'y a pas de souci sur le code. Je suis bon là? Au niveau du temps? Ouais. Ouais, ça va. Allez. Le temps, de toute façon, on n'a plus rien à faire après. Il reste plus que 3 sessions. Alors, si monsieur veut bien, ok. Donc ici, bon, j'ai exactement le même code. J'ai mon contexte. J'avais mon initializer ici qui était... si jamais j'ai un souci, je modifie. Bref, tout va bien. Alors, je vais juste vérifier que ce code-là fonctionne. Hop, on va l'exécuter. Oui, Châteauneuf-la-Pompe, ça me va. Ici, j'ai mes tables. Ok, tout va bien. Alors, première chose, je vous montre que ce n'est pas du flan. Ici, j'ai Entity Framework et je suis en version 4.2. D'accord? Donc, pour pouvoir passer à la modèle migration, je vais devoir passer en framework 4.3. Avec NuGet, vous ne pouvez avoir que des versions qui sont réalisées. Vous ne pouvez pas avoir des versions bêta, sauf si vous le demandez explicitement. Donc, du coup, je vais passer ici par la console PowerShell de NuGet. Lorsque vous faites un package, lorsque vous installez un package, vous pouvez faire un install package ici, Entity Framework. Alors là, j'ai fait tab, donc il va appeler l'intelligence, donc il va faire une requête web service on dit Internet pour récupérer l'ensemble des packages. Voilà, j'ai Entity Framework ici. Donc là, si je fais ça, c'est exactement la même chose que si j'avais fait clic droit, ajouter référent, enfin ajouter package NuGet. Ici, par contre, je peux lui inclure ici le pré-release. Ce qui va faire quoi? Il va dire, si jamais il y a une version bêta qui est en cours, eh bien, je vais te l'installer. Donc je vais faire ça et je vais lui désinstaller ça sur le setup. Ok, donc là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est bien parce que là, il fait tout pour moi. Il va récupérer l'assembly, il va me désinstaller, enfin me déréférencer en tout cas Entity Framework 4.2 et m'installer Entity Framework 4.3. Je vais faire la même sur mon projet DB. Ici, hop, c'est reparti. Et donc, sous vos yeux ébahis, normalement, si je ne me suis pas trompé, je suis bien passé sur la version 4.3. Donc là, je suis sur une version bêta et qui fonctionne quand même pas si mal, qui va me permettre de vous montrer comment fonctionne la migration. Alors la migration, comment ça se passe? D'abord, il vous faut inclure, alors que je ne me trompe pas, voilà. Vous avez une classe de configuration, j'ai plus, si c'est bon. Alors ça, je vais fermer. D'abord, il vous faut inclure une classe de configuration qui vous permet, alors ça c'est obligatoire, hein, voilà, ainsi va la vie, c'est comme ça. Vous devez inclure une classe de migration qui vous dit si vous faites de la migration automatique ou pas. Alors le ou pas, ça veut dire que c'est vous qui allez gérer chacun des échelons, chacun des marques, chaque fois que vous allez modifier votre modèle. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, on lui dit, écoute, chaque fois que je fais un changement, tu crées une marque et c'est toi qui feras les migrations.
C'est avec Magie alors ça. Ouais, ça c'est la version Magie. C'est-à-dire qu'en fait, il va à chaque fois prendre la dernière marque, appliquer l'ensemble des modifications jusqu'à la marque actuelle. On va le laisser faire, on va rester en mode automatique. Ce que je vais faire ici, donc je vais vérifier que ça compile bien. Alors c'est un mode magique, mais on est quand même un petit peu obligé de faire un petit peu de code. Donc d'abord, ce que je vais faire ici, je vais faire un update database ici et je vais lui faire un -verbose, -force. Alors, -verbose, c'est pour avoir la fenêtre d'output qui me dit ce qui se passe, et -force, c'est pour dire si jamais je dois perdre des données, c'est pas grave, tu appliques la modification. Pour l'instant, je n'ai pas fait de modification. Faire un update database au départ, c'est juste pour initialiser. Lui, il va prendre le schéma de la base de données actuelle, il va créer une table système et il va y mettre à l'intérieur un pointeur qui dit à l'instant 0, la base de données, c'est ça. OK? Donc je fais ça et lui, il me dit, bah, écoute, je vais créer tout ce qu'il faut, blablabla. Notamment, je crée une table qui s'appelle migration historique, la fameuse table d'historique de migration. Cette table-là, vous la retrouvez ici dans, alors, F5, table, système table, database migration. On ne s'en occupe pas trop, on le laisse gérer son truc. Et après, ce qu'on va faire, on va maintenant rajouter des propriétés dans une classe. Alors, je sais que tu auras bientôt besoin de la latitude et longitude dans ton application, comme quoi, tu vois, on fait bien de faire ça. Et je vous propose de faire exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais modifier ici une classe et je vais juste lui rajouter un, hop là, notepad, latitude et longitude, qui va me permettre de rajouter eh bien, les coordonnées géographiques de mon vin, qui sera donc pour la prochaine partie de la session. Donc là, je vais faire globalement un alter table. Donc je vais sauvegarder ça, je compile juste pour voir qu'il n'y ait pas de souci. Et ce que je vais faire maintenant, je vais directement depuis mon package NuGet ici, appeler mon update database. Je fais exactement la même chose, je fais un update database et lui va dire, bien, attention, depuis la dernière fois jusqu'à maintenant, voici l'ensemble des modifications qu'il faut que j'apporte. Okay, donc en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je ne sais pas si on le voit très bien parce que c'est gris. Je ne sais pas si on le voit bien. Ça a l'air pas trop mal. Vous voyez qu'ici, il a appliqué la migration automatique avec un superbe nom. Et derrière, il m'a rajouté ma latitude et ma longitude qui sont des flottants. Et à partir de là, je n'ai pas eu besoin de dropper ma base pour la recréer. Et donc, on va quand même aller vérifier que ça soit bon. Colonne, latitude et longitude. Alors attention, ne vous amusez pas à dire, ben c'est cool, je peux faire tout en code, tiens, je vais faire sauter la clé primaire, je vais la renommer, puis je renomme en même temps la table, et puis je rajoute une dépendance sur une autre entité. Il n'est pas capable de faire plus que ce que le serveur est capable de faire en une seule passe. Donc faites bien attention, moi j'ai fait des tests, je remplace la clé primaire, je change le type, j'y change le nom, et là il me dit, oh, stop, j'y arrive pas. Donc c'est tout à ses limites, et les limites sont celles que vous impose SQL Server. Donc après, si jamais ça ne marche pas, drop and recreate database. On ne va pas plus loin que ça. Ok, donc là, eh bien, je commence à avoir du code qui fonctionne. Je peux migrer ma base de données lorsque j'en ai besoin et lorsque c'est possible. Et j'ai donc une industrialisation de la chose qui est rendue possible. Ok. Ça, c'était la version 4.3 d'Entity Framework. La prochaine version est la version 4.5 qui va arriver avec le framework 4.5. Beaucoup de choses vont arriver dans cette version, notamment le support des énumérations, quelque chose qui était vachement demandé. Aujourd'hui, on faisait des trucs pas très catholiques pour pouvoir faire de l'énumération dans du code, c'était pas super. Le support des données spatiales, ça c'est génial. On a un type que l'on va pouvoir utiliser, qui est le DB géographie, qui va se mapper directement avec le type géographique des SQL Server. Les alternate keys, les TVF, les tables value fonction, qui vont permettre de passer des blocs de données, donc des tables non limitées, à des processus stockés qui prendront des TVP en paramètres. Donc pour faire des insertions masse, ça c'est génial. La migration, je vous l'ai montré, mais ça sera évidemment inclus. Alors après, ah oui, un truc qui est sympa aussi, que j'aime bien, c'est les requêtes automatiquement compilées. Donc maintenant, chaque fois que vous ferez du code link, la requête sera automatiquement une requête compilée. Vous n'aurez plus besoin de savoir s'il vous faut préparer des requêtes compilées qui seront plus performantes ou pas. C'est lui qui le fera. Ça sera directement inclus dans le framework 4.5. Le designer qui sera mieux et des améliorations de performance sur lui en général. Bon, tout ça, ça sera basé sur le framework 4.5. Aujourd'hui, on ne l'a pas parce que faire migrer pour avoir l'ensemble de ces fonctionnalités-là, ça a impacté énormément le framework. Donc, tout ça arrivera avec la prochaine version du framework 4.5.
Voilà, donc surtout, n'ayez pas peur de ce nouveau système avec DB Context, etc. C'est la même chose qu'Objet Context, c'est une alternative. Vous pouvez très bien encore utiliser votre Objet Context aujourd'hui, ou si vous préférez utiliser directement un modèle, POCO, et vous pouvez passer par DB Context, mais la façon de requêter les données reste la même. Alors, personnellement, si on me pose la question, moi je suis assez fan du truc parce que ça me permet d'avoir mes propres classes qui n'héritent de rien. Et quand on fait surtout des architectures multi-tiers où on a besoin de faire du WSF par exemple, c'est beaucoup, beaucoup plus pratique. Voilà, tout ça c'est juste pour la petite information sur ce truc-là. Justement. Donc, on s'est occupé de la partie mapping objet relationnel avec Entity Framework. Maintenant, on va passer à la publication des données pour mettre ces informations-là à disposition sur le réseau, donc sous forme d'objets. Alors, c'est toi ou c'est moi là? C'est moi. Hop. Ok, c'est ton slide. On va prendre mon slide. OData en un slide alors. C'est encore pour toi, dis donc. C'est encore pour moi. Alors, OData en un slide, globalement, c'est... Alors là, on a fini de faire notre serveur. Tout ça fonctionne très bien. Ce qu'on veut maintenant, c'est publier les données. Et surtout, ce qu'on veut, c'est être ouvert au plus grand nombre. Pour ça, vous avez on va dire, un cahier des charges qui s'appelle OData, qui est une spécification, qui est donc, qui est donc quelque chose que vous pouvez aller récupérer sur odata.org, qui permet de publier des données sous un format Atom ou JSON. Donc si on regarde bien ici, vous avez le côté JSON, pas très lisible, mais assez compacté, et le côté Atom. OData, c'est très bien parce que vous n'avez pas besoin de connaître le modèle pour pouvoir aller le requêter. Tout ça, c'est une norme qui se suit. Vous n'avez plus qu'à aller récupérer les données, quel que soit le fournisseur. Vous avez des collections, vous avez des entités à l'intérieur. Vous avez des conventions pour aller faire du requêtage derrière. C'est du REST. Donc, vous allez pouvoir requêter directement via des URL, des entités, via une convention qui est connue. C'est-à-dire que si vous allez sur le document odata.org, vous savez que pour faire une requête, pour aller récupérer l'ensemble des titres qui sont dans la base de données catalogue, eh bien, ça va être là. /catalogue /titles, c'est le nom de la table. Si vous voulez récupérer le titre dont l'identifiant de clé primaire s'appelle ça, eh bien vous mettez titles, entre parenthèses, guillemets, la chaîne de caractères. Tout ça, ce sont des conventions que vous avez à disposition et vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de comment est le schéma de la base de données qui est derrière pour pouvoir les récupérer. Et vous avez des opérations qui sont... Donc vous avez vu le get, mais vous pouvez faire aussi du post, parce que quand on va mettre à jour des entités, on ne peut pas passer par du get, on est obligé de faire du post. Et ça, vous avez... Alors vous avez aussi même le put et le delete, plus rarement. Mais finalement, vous avez l'ensemble de toutes les méthodes crues pour pouvoir attaquer vos objets. Donc voilà comment à quoi ça ressemble quand on veut faire, par exemple, ici du post ou du get, pour pouvoir aller mettre à jour une entité. Donc on voit sur la droite que vous allez mettre à jour une entité dans laquelle vous avez l'ensemble des ID, etc. etc. OK. Ouais, le gros intérêt quand même de partir vers de l'OData, c'est que c'est très interopérable et du coup, quelle que soit votre plateforme cliente, votre plateforme applicative, vous allez pouvoir requêter ces données facilement puisque la question c'est une URI HTTP REST et la réponse ce sera un flux XML ou JSON. Donc si vous n'êtes pas sur des plateformes .NET ou que vous y soyez, donc si vous voulez faire une application qui se décline sur plein de plateformes, si vous publiez ces données sous ce format-là, du coup vous n'aurez pas de souci quand vous allez faire votre code client. Alors, oui, bon, il y a quelques exemples. Oui, alors là, bon, les slides seront à disposition. Bon, je vous les donne. Vous avez des syntaxes, des reminders. Moi, je me garde toujours à proximité pour pouvoir faire des opérations. Vu que tout ça c'est normalisé, eh bien, on sait très bien que pour avoir l'ensemble du nombre d'entités dans une collection, eh c'est le $count. Voilà. Une fois qu'on sait ça, après, c'est assez simple. Alors, soyons bien clairs. Pour ne pas confondre, une bonne fois pour toutes, si vous devez retenir quelque chose de cette superbe session, c'est quoi? C'est que OData, c'est la norme, c'est un cahier des charges, ce n'est pas une technologie, c'est juste un gros draft qui s'enrichit au fur et à mesure avec la communauté. Et l'implémentation de OData par Microsoft pour pouvoir, avec nos petits doigts, coder, c'est WCF Data Services. WCF Data Services, c'est l'implémentation en .NET de la norme OData. Si je veux exposer du OData, soit j'écris des pages d'XML, soit je passe par WCF Data Services qui va le faire pour moi. Donc WCF Data Services évolue au fur et à mesure que la norme OData évolue. OK, next. Donc où est-ce qu'on se situe? Globalement, vous avez vos fournisseurs de données qui sont plus bas, que ce soit Entity Framework, que ce soit ce que vous voulez. Oui, puisque
Ça marche très très bien avec Entity Framework. On a des helpers en fait sur .NET pour utiliser un provider de type Entity Framework avec WCF Data Services. Bah, c'est ce qu'on vient de voir, hein. La version Entity Framework qu'on a montrée. Mais vous allez également pouvoir utiliser des collections qui implémentent eQueryable. Donc si vous avez ça, ça peut être utilisé en provider d'un service WCF Data Service, et vous allez pouvoir développer vos propres providers qui vont chercher des informations où vous voulez, je sais pas, dans des fichiers avec une structure personnalisée ou avec des services web ou dans une base de données qui est un peu custom, etc. Ok. Ah ben super. Alors, ce que je vous propose de faire maintenant, je me passe sur le 1, voilà. Ce que je vous propose de faire, c'est de prendre notre modèle ici, que l'on a créé tout à l'heure, qui est donc mon Cava 20. Hop, ici, voilà, donc c'est exactement ce truc-là. Ce que je vais faire, je vais rajouter, donc ce que je veux, c'est exposer mon modèle CodeFirst. Hein. Donc je vais rajouter ici un nouveau projet qui va être un site web vide, SPNet Entity, voilà, très bien. Donc je vais l'appeler, on va faire ça comme il faut, cave a20.service. Ok. Et ce que je vais faire ici, je vais rajouter un nouvel élément qui va donc s'appeler WCF Data Services CTP 2011. Alors, WCF Data Services n'est pas un CTP. C'est juste que moi, j'ai récupéré la CTP de 2011 qui me permet de faire du OData avec la version 3, qui est une version qui est encore en draft. Avec Visual Studio 2010, par défaut, vous allez pouvoir faire du OData V2. La V3 donne le support du spatial, enfin pas mal de choses. Donc moi, pour mes démos, eh bien, j'ai la version V3 pour vous montrer un petit peu la différence. Mais vous, par défaut, vous aurez la version V2. Et dans notre cas, c'est largement déjà suffisant. Donc ce que je vais faire ici, je vais appeler ça, alors je sais pas, Cava 20, service, on va dire. Hop, pif, Cava 20 service. Donc, lorsque vous rajoutez ici un modèle SVC, juste pour la petite indication ici, vous avez l'ensemble des références. Par défaut, lorsque vous rajoutez la version V3, il va vous remplacer deux assemblées qui sont system.data.service par Microsoft.data.services. Ce n'est que la même chose, sauf qu'ils ont rajouté le code pour gérer du OData en version 3. Et vous aurez les références system.data.services et system.data.services.client. Ok, ça c'est dit. Lorsque je veux exposer un modèle ici, alors d'abord il faut que je rajoute aussi une référence à mon projet Cava 20DB, et surtout ce qu'il ne faut pas que j'oublie de faire, c'est de dire que je suis aussi un Entity Framework 4.3, Entity Framework, ok, donc appel à l'univers pour récupérer Entity Framework. Ok, super. Include pré-release. Hop. Donc là, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Je mets ça sur service. Ok, go. Voilà. Et ici, donc comment est-ce qu'on fait pour exposer du OData avec WCF Data Services? Ici, bien, vous avez une classe qui s'appelle Cava 20 service, qui est donc un SVC que j'ai rajouté ici. Et ce que je vais faire, je vais juste lui dire qu'il me rajoute mon cave a20.db.cava20 contexte. Ok. Et après, vous allez pouvoir mettre des règles d'accès à vos entités. Je vais vous la faire simple pour l'instant. Je vais juste dire ici que je donne accès à tout, au moins en lecture. Donc étoile. Et ici, vous avez le protocole que vous utilisez. Et c'est là qu'on voit que moi, j'ai les trois versions. Vous aurez V1, V2. Moi, j'ai un V1, V2, V3. Sauf si vous installez la CTP d'octobre. Juste avec ça, compiler 1000, on va donc juste afficher ça dans mon browser. Et donc là, j'ai une chance sur deux que ça fonctionne. Non, une chance sur une. Ouais, c'est bon, ça marche. Donc ici, j'ai bien mes bouteilles et mes vins. Et vous voyez que j'ai une norme. C'est-à-dire que j'ai un workspace et des collections. Et comme je connais la norme, je peux très bien ici directement attaquer l'ensemble des bouteilles. Je ne sais même pas s'il y en a. Si, il y en a. Non, il n'y en a pas. Non, c'est dans Wines. C'est dans Wines. Ok. Ok, donc /Wines. Ok, donc en fait, j'en ai pas en fait. Ok. Bon, j'en ai pas. J'ai dû écraser ma base de données. On en montrera. C'est pas grave. Ok, juste une dernière chose. Si jamais vous voulez voir ça en faisant juste un add new item, WCF Data Service, paf, il crée la classe. Ici, il fait dire qu'on travaille sur Cava Context, on expose les entités. Là, en l'occurrence, on a exposé une seule, non?
Ouais, non, j'ai exposé les deux ici. Pardon. En lecture... ah oui, tu as exposé étoile en lecture seule, donc les deux ones et bottles, et c'est fini. Exactement. Alors au niveau des règles d'accès, on peut faire simple. Alors, je vais aller assez vite parce que je vais directement vous montrer la solution terminée. Ça sera plus simple. Parce que là, on commence à être un peu à la bourre, parce qu'on parle, on parle. Au niveau du contrôle d'accès, soit on donne accès à une table en lecture ou en écriture, soit pas. Moi, ce que je voudrais, c'est, peut-être, potentiellement, donner de l'accès suivant, par exemple, l'authentification de l'utilisateur qui a le droit de voir que ses bouteilles. Ce qui serait assez intéressant de ne pas aller voir les bouteilles des copains. Ce qu'on peut faire, c'est faire ce qu'on appelle des intercepteurs sur des tables, en disant, lorsque tu fais une requête sur la table bouteille, je veux intercepter ta requête ici et dire, alors ce qu'on appelle ici des query interceptors, donc je vous la mets en gros, et de dire globalement, chaque fois que tu vas récupérer une bouteille, je te dis si tu es capable de l'afficher ou pas. Donc si dans mon query intercepteur, qu'est-ce que je dis? Je dis juste que si je suis authentifié et que je suis dans le rôle administrateur, j'ai le droit de récupérer tous les 20. Après, Stéphanie nous fera le code pour récupérer uniquement les 20 de l'utilisateur. Oui, parce qu'avec WCF Data Services, on peut supporter différents types d'authentification. Là, on voit l'authentification classique avec IS, exactement. Mais on avait décidé dans la session d'architecture de partir sur Access Control Services, donc on peut vous faire les deux démos. Je ne sais pas si on a le temps, mais sinon on fera... Exactement. Et pareil, lorsque vous allez mettre à jour une entité, donc là j'avais fait la récupération, la mise à jour, je peux très bien dire, chaque fois que je mets à jour une entité, je peux très bien dire que la mise à jour de l'entité, donc c'est celle de mon utilisateur, et je peux remplir par exemple un champ de mon entité. Par exemple, dans le projet Kava 20, on va utiliser un interceptor pour les requêtes d'ajout des vins. Et chaque fois qu'on a une adresse géographique pour le producteur, ce qu'on va faire dans le WCF Data Services au niveau de l'interceptor, c'est appeler un service de BigMap pour faire la résolution entre l'adresse géographique, par exemple, je sais pas, Bordeaux, virgule France. On veut récupérer la latitude et la longitude. Pourquoi? Parce qu'ensuite, dans l'application Windows Phone, ce qu'on va faire, c'est afficher des petites punaises partout où on a un vin avec un producteur, donc sur une carte géographique. Et le contrôle BigMap pour Windows Phone, il fonctionne bien avec des latitudes longitudes. Donc nous, on va taper une adresse géographique, mais pour que la carte puisse bien afficher sa petite punaise là où il faut qu'on ait la latitude longitude. Et si on place ça du côté du back-end, dans le WCF Data Service, ça va fonctionner du coup pour tous les clients. Alors que si on le faisait au niveau du client, d'accord, parce que ça c'est possible aussi, on peut appeler le service web dans Windows Phone, mais à ce moment-là, il faudra le faire dans tous les clients, et en plus, chaque fois qu'on lancera l'application, il faudra exécuter ces requêtes-là. Les mises à jour si on le fait là et qu'on stocke directement la latitude et la longitude dans la fiche du vin, c'est fait une fois pour toutes et c'est optimisé. Exactement. Voilà, donc c'était pour donner un exemple concret d'interceptor. Alors, je fais la démo, tu fais la démo. C'est à toi. Ok. Du coup, on va faire une seule démo en termes d'authentification. C'est celle justement qui utilise Access Control Services. Et pour ça, je vais partir de mon application Windows Phone, qui est déjà terminée, mais on verra tout à l'heure comment elle se construit. Ce que je vais faire ici, donc là je suis dans mon application Windows Phone, c'est accéder à mon service WCF. Donc je vais instancier un Kava 20 contexte qui pointe sur l'URI de mon service. C'est comme ça qu'on utilise WCF Data Services côté client. Et pour pouvoir passer un token d'authentification, je vais m'abonner à l'événement Sending Request. Et sur le Sending Request, je vais compléter le header de la requête HTTP par le token qui m'a été renvoyé par Access Control Services. Je ne vous montre pas dans cette session comment on intègre Access Control Services dans Windows Phone, ce sera dans la session de tout à l'heure. Mais si je démarre cette application alors que j'ai... Bon, donc je vais la démarrer tout de suite. Hop. De toute façon, le temps qu'elle se lance. Hop. Je démarre mon application Windows Phone et j'ai mis un breakpoint dans mon service WCF Data Service qui tourne en local. Et on va voir que quand j'interroge mon entité Bottles, ce que je fais normalement dans mon application Windows Phone, je vais tomber ici sur un query interceptor. Alors c'est super simple à faire, les interceptors dans WCF Data Service. Je vous montre juste. Hop, là je suis au même endroit que ce que vous a montré Sébastien tout à l'heure. Classe Kava 20 Data Service qui hérite de Data Service de mon Kava 20 contexte. Je publie mes wines et mes bottles.
Et pour faire un interceptor, il suffit de créer une méthode avec un custom attribute change interceptor sur une entité. Ici, mon entité bottles. Ici, je vérifie si je suis en ajout. Et quand je suis en ajout, je vérifie l'identité de l'utilisateur. Et je vais renvoyer que les bouteilles qui lui appartiennent pour chacune des bouteilles qui sont dans mon entité, dans ma collection. Alors, il a démarré. Le voilà. Alors, quand j'utilise Access Control Services, hop, on me demande quel provider d'identité je veux utiliser. Et ici, comme je m'étais déjà authentifié tout à l'heure sur mon téléphone, il ne me redemande pas de taper mes credentials, il les a conservés. Mais ici, sur la sending request, je dois avoir accès à mon token, mon raw token qui ressemble à ça. Je fais F5, hop, et normalement, je devrais tomber dans mon interceptor. J'aurais dû tomber dans l'interceptor. Non, pardon. Ici, un query interceptor sur les bottles. Alors, pourquoi il n'est pas tombé dedans, tiens. Je vais le relancer, c'est bizarre. Bon, normalement, on tombe là-dedans. Pourquoi il ne tombe pas? C'est étrange. J'ai fait l'essai juste avant. C'est souvent comme ça. C'est l'effet démo, ça. Je vais relancer. Est-ce que j'ai un deuxième? Allez, on refait. Est-ce qu'il tourne mon... Ah oui, non, mais d'accord. Mon service ne tourne pas, donc s'il ne tourne pas, ça ne peut pas marcher. Oui, je veux stopper le debugging. K20, debug, start. Ah, puis 2024, en plus, c'est sympa. Hein, donc là, c'est bon. Alors, on a l'impression que ça ne marche pas, mais ça marche. Parce que, en fait, si vous tapez sur le site, mais que vous ne tapez pas dans le service, évidemment, il ne va rien trouver. Hop. Ah, il est parti, du coup, l'autre. Ah, d'accord. Soit. Je vais le rouvrir. On va y arriver. Hop. Hop. Heureusement qu'il restait 5 minutes. Encore 5 minutes, là, c'est bon. Pas de souci. On va voir. Mais c'est une fois, si ça ne le fait pas, tant pis. Je vous expliquerai le code sans avoir le breakpoint. Oui, Live ID. Il n'est pas gentil. Ah si, c'est bon. C'est bon, on est passé dedans. J'ai eu chaud. Hein. Ok, donc on tombe dans le onQuery bottle. Et puis, je vais lui demander à ce niveau-là de récupérer l'identité de l'utilisateur, donc par rapport au token qui était dans le header. Je le caste en claim. Bon, peu importe le code. Hein, j'ai fait un blog post là-dessus si ça vous intéresse. Et je vais récupérer du coup l'identité de l'utilisateur à travers ça. Et du coup, je vais renvoyer uniquement les bouteilles dont le user ID est égal à mon user ID name. Voilà. Donc il y a différents types d'authentification possibles, avec les profils, etc. Et puis avec ACS, ça marche aussi très bien. Et si vous voulez voir comment ça marche pour l'intégrer sur Windows Phone, donc c'est alors, ce qui est marrant, ce qui est bien, c'est que là, il y a l'authentification qui est, on va dire, in the cloud. C'est-à-dire que vous choisissez votre propre fournisseur. Et la démonstration que moi je vous ai faite, donc vous aurez le code après les sessions, ou sinon vous irez voir sur nos blogs respectifs, c'est de pouvoir utiliser les providers, les membership providers qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc vraiment, vous avez des possibilités qui sont assez ouvertes. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que nous, on aime bien coder, donc on vous a montré des choses dans lesquelles il y a du code à écrire, mais par défaut, l'authentification Windows et l'authentification par formulaire est gérée par 2IS. Et là, il y a 0 code à écrire. Hein. Donc vous avez vraiment une possibilité, un panel de systèmes d'authentification qui est assez large, quoi. Tout à fait, ça je l'ai déjà montré. Alors, oui, une petite synthèse des avantages de WCF Data Services et donc de data, c'est l'interopérabilité, on l'a dit plusieurs fois, le fait qu'on puisse manipuler les données en crude, on a du filtrage à la source, et puis on peut intercaler des règles métiers, et on peut même utiliser des providers qui vous sont propres. On peut avoir de l'authentification, et puis quand on le couple à Entity Framework, ce qu'on vient de faire aujourd'hui, c'est vraiment super simple, on a des helpers côté serveur et côté client. Et ce qu'on n'a pas dit, je crois, c'est que côté client, si vous utilisez WCF Data Service, donc on fait un add service référence tout à fait classique, et ensuite on va pouvoir utiliser Link pour faire les requêtes. Donc on n'est pas obligé d'apprendre le langage entre guillemets de requêtage d'OData avec les points d'interrogation d'ISFilter égal, etc. On l'écrit en Link, et c'est Link qui va faire cette transformation en URI, et c'est l'URI qui va être envoyé ensuite côté serveur, filtrage à la source, blablabla, et on récupère le flux en retour.
Voilà, c'est QFD. Voilà. Voilà, donc juste pour repositionner par rapport au projet Kava 20 qu'on suit au fil de la journée, on a l'interopérabilité qu'on voulait, et on va pouvoir choisir la base de données SQL Azure ou SQL Server en fonction de la chaîne de connexion. Donc tu nous l'as montré tout à l'heure. Et on a de l'authentification fédérée avec Access Control Services qu'on peut intercepter pour ajouter du code métier et des règles métiers. Et je passe sur ton truc. Merci à tous pour votre présence. Merci à vous, si ça vous le a QR plu, code. vous pouvez nous noter. Pour noter, c'est important pour nous, c'est important pour Microsoft, pour savoir ce qui était bien ou pas bien. Donc on compte sur vous pour aller biper avec le téléphone, en plus c'est marrant à faire. Si jamais vous avez des questions, on est encore là un petit peu le temps qu'on déplie. Et puis si jamais vous voulez nous voir, moi je suis sur le stand BeWise et puis Stéphanie elle court dans tous les sens. Je voulais juste dire que si vous voulez suivre la suite du parcours Kava 20, ensuite on va voir comment migrer cette solution dans Azure. Après, il y aura l'application Windows Phone, et après, il y aura une application Pivot Viewer, avec la nouvelle version de Pivot Viewer qui est dans Silverlight 5. Merci à tous. Voilà, bonne suite de Tech Days. Amusez-vous bien.